Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'information. Voici les titres de l'actualité. L'ancien président zambien Edgar Lungu exclu de la prochaine présidentielle. Avec 2 mandats à son compteur, le successeur de Michael Sata est déclaré inéligible par la Cour constitutionnelle. Un verdict qui vient contrecarrer ses ambitions pour 2026. Le plaidoyer du ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussé, lors de la conférence internationale sur la décennie des Afro-descendants à Cuba. Le chef de la diplomatie togolaise a donné un vibrant discours centré notamment sur la lutte contre le racisme. Et puis la consécration du club équestre Wedekem au Maroc. L'équipe a remporté la 10e édition de la Coupe du Trône de saut d'obstacles. Les détails à suivre dans ce journal. Il ne pourra pas se présenter à la présidentielle de 2026. En Zambie, la Cour constitutionnelle a déclaré l'ancien président Edgar Lungu inéligible à un 3e mandat. Un verdict que le principal intéressé qualifie de manipulation politique. C'est à la suite du décès de son prédécesseur, Michael Sata, que l'ancien chef d'État se retrouve à la tête du pays de 2015 à 2016. Un premier mandat de courte durée, mais que les juges considèrent complet. Nana Kamsukom. La plus haute juridiction zambienne a interdit à l'ancien président Edgar Lungu de se représenter aux élections de 2026. La Cour constitutionnelle a estimé que l'homme politique de 68 ans avait déjà effectué les 2 mandats maximum autorisés par la loi. Monsieur Lungu a été élu président pour la première fois en janvier 2015 afin d'exercer les 20 mois restants du mandat de son prédécesseur. Le président Michael Sata est décédé en octobre 2014. Twice elected. Monsieur Lungu a été élu à 2 reprises et a exercé ses fonctions à 2 reprises. L'article 106-3 de la Constitution rend le défendeur inéligible à toute élection future en tant que candidat à la présidence. Monsieur Lungu avait fait valoir que cela ne devait pas compter puisqu'il n'avait pas effectué un mandat complet de 5 ans. Mais la Cour n'a pas été de cet avis et a annulé les décisions antérieures qui l'avaient autorisé à se présenter il y a 3 ans lorsqu'il avait perdu face à Hakainde Hichilema. Nous sommes heureux que cette question soit enfin réglée. Elle est historique en ce sens qu'elle laissera une trace dans le présent, le futur et l'avenir. En octobre, le président Hichilema a limogé 3 hauts magistrats qui avaient participé à la décision controversée permettant à Lungu de se présenter aux élections de 2021, ce qui a provoqué la colère des partisans de Lungu. À l'époque, la présidence a défendu les licenciements en disant que M. Hichilema était lié par la décision de la commission des plaintes judiciaires qui avait déterminé que les juges devaient être révoqués à la suite d'allégations d'inconduite judiciaire. Dans l'actualité également, la crise a finalement été désamorcée. L'Éthiopie et la Somalie ont trouvé un accord mettant fin à près d'1 an de tensions. Des tensions provoquées par la signature d'un partenariat entre le Somaliland et le gouvernement éthiopien qui cherchait à sécuriser son accès à la mer. Les 2 voisins se sont finalement réconciliés grâce à la médiation du président turc Recep Tayyip Erdogan. Une entente saluée également par le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, qui a par ailleurs exhorté les dirigeants signataires à mettre en application sans délai les mesures adoptées. L'accord en question va permettre à l'Éthiopie de bénéficier d'un accès fiable, sûr et durable à la mer sous l'autorité souveraine de la République fédérale de Somalie. Assurer l'accès de tous à une éducation de qualité sur un pied d'égalité et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. Tel est l'objectif de développement durable numéro 4 fixé par les Nations Unies. Mais pour l'atteindre, d'ici à 2030, l'Afrique aura besoin d'un financement de 40 milliards de dollars supplémentaires. Un défi majeur sur lequel plusieurs dirigeants africains se sont penchés lors de la conférence continentale sur l'éducation, la jeunesse et l'employabilité organisée en Mauritanie. Nana Kamsukom.
Les systèmes d'enseignement supérieur en Afrique possèdent une gamme d'atouts existants et évolutifs qui pourraient soutenir la mise en œuvre de l'agenda 2063 qui consiste à promouvoir l'éducation, la science et la technologie pour atteindre les objectifs de développement durable. Avec des taux d'inscription en hausse et un réseau croissant d'établissements axés sur la recherche, le développement et l'innovation dans des secteurs tournés vers l'avenir, se font les champions de nouvelles approches pour relever les défis locaux et mondiaux de parcours d'apprentissage plus flexible. Au Sénégal, nous avons fait le choix d'investir massivement dans une éducation inclusive et de qualité. Et cela passe, entre autres, par l'affectation de beaucoup de ressources de nos budgets et des partenaires. Cela passe par l'accès à tous à une éducation de qualité, en particulier pour les jeunes filles et les communautés rurales, afin de briser les cycles de pauvreté. Malgré les perspectives prometteuses, la contribution de l'Afrique à la production mondiale de connaissances reste faible. Le continent n'investit que 0,78% de son PIB dans la recherche et le développement contre une moyenne mondiale de 1,83% et génère moins d'1% de la recherche mondiale. What we need to do Ce que nous devons faire, c'est de doter ces jeunes des compétences et de l'expertise nécessaires pour répondre à la demande du marché du travail. to meet the demands of the labor market. La multiplication des pôles d'innovation et des centres universitaires d'entrepreneuriat sur tout le continent a favorisé la transformation technologique et la transition verte, tout en transformant les économies locales grâce à des services essentiels tels que l'accès à du capital risque et à des financements novateurs pour développer et étendre des initiatives. L'Algérie continue de serrer la vis concernant les importations sur son marché national. Le café, denrée très consommée par les Algériens et dont le prix a flambé ces derniers mois, est surveillé de près. Et les autorités ont annoncé la saisie d'une quantité importante stockée dans plusieurs ports. Elles soupçonnent les importateurs impliqués d'avoir voulu créer une pénurie sur le marché national. Les explications de Gladys Momba. Le gouvernement algérien veille au grain sur le café. Denrée populaire et très consommée, les autorités ont annoncé avoir saisi ce 11 décembre plus de 23 000 tonnes de café importé au niveau de plusieurs ports, dont près de 6 000 tonnes au port d'Alger. Le ministère du Commerce intérieur et de la régulation du marché national dénonce un stockage de café à des fins de spéculation. 66 importateurs seraient impliqués. L'État a octroyé toutes les autorisations possibles pour que les importateurs puissent réceptionner leurs produits importés le plus rapidement possible. Malheureusement, aujourd'hui à l'échelle nationale, 1200 conteneurs ont été amenés à travers les ports algériens et laissés empilés. Cela est dû d'abord à la spéculation par certains individus qui cherchent à nuire à l'économie nationale, mais aussi à des magouilles de certains réseaux criminels impliqués dans des actes illicites de spéculation et de criminalité sur le marché national. L'Office national des statistiques estime que le prix du café a augmenté de 30,6% de juin 2023 à juin 2024, un constat qui a incité le gouvernement algérien à fixer dès l'été 2024 les prix du café à 1250 dinars le kilogramme pour le café vert torréfié ou moulu. Les marges bénéficiaires pour l'importation ont, quant à elles, été plafonnées à 3%. Nous avons mis en place un système permettant à chaque opérateur de faire ses déclarations avant l'arrivée de ces marchandises. Toutefois, certains opérateurs refusent de le faire alors qu'actuellement le système permet de le faire via un simple téléphone ou depuis chez soi. Je me demande quelle est la raison pour laquelle un opérateur n'a toujours pas fait sa déclaration en douane alors qu'il devait la faire au mois de septembre. L'Algérie fait partie des plus gros consommateurs de café en Afrique, avec une consommation moyenne de 130 000 tonnes par an pour une facture de 300 millions de dollars. Mais ces derniers mois, le pays a fait face à une baisse des importations de café de plus de 900%, créant ainsi une pénurie sur le marché local et favorisant sa distribution sur le marché noir, un système qui, en fin de compte, porte atteinte au pouvoir d'achat des consommateurs algériens. Direction à présent Cuba, où se tient actuellement la conférence internationale sur la décennie des personnes d'ascendance africaine.
Égalité, équité et justice sociale en sont les thématiques phares, des principes qui étaient aussi au cœur du discours de Robert Dussé, le ministre togolais des Affaires étrangères. Le chef de la diplomatie togolaise a demandé réparation pour l'esclavage. Joseph Moifou. Le plaidoyer du ministre des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et des Togolais de l'extérieur, Robert Dussé, dans son discours à l'occasion de la conférence internationale sur la décennie des afrodescendants africains, dont la ville de Havane, à Cuba, accueille les travaux, a permis d'envoyer un message fort aux Nations Unies. En s'appuyant sur les crimes de racisme et de discrimination dont les peuples noirs et afrodescendants sont victimes, le ministre togolais a souligné l'importance d'une éducation renforcée pour enseigner aux jeunes générations la vérité sur l'esclavage et ses séquelles. Il a insisté sur la restitution des vérités historiques comme un impératif moral pour construire un avenir fondé sur la compréhension et la justice. Pourquoi les crimes commis contre certains peuples sont considérés comme un génocide? Nous parlons de l'Holocauste, du génocide. Et pourquoi sommes-nous incapables de dire que les crimes commis contre les peuples africains, que la déportation, l'esclavage est un génocide? Nous devons avoir le courage de dire et de mettre dans nos dictionnaires, de apprendre à nos enfants et petits-enfants que l'esclavage contre les peuples noirs d'Afrique, que l'esclavage contre les peuples africains est un génocide. Et ce génocide doit un jour être reconnu par les Nations Unies. Dans son franc-parler, le chef de la diplomatie togolaise a également appelé à des réparations concrètes. Selon lui, ces compensations ne se limitent pas à des excuses symboliques, mais incluent des mesures économiques et sociales destinées à corriger les inégalités qui découlent de cette période sombre de l'histoire des peuples africains. Pour nous, peuples victimes, le temps n'a pas eu raison de nos douleurs. Il faut le dire. L'on peut nous demander de regarder vers l'avant comme si la douleur se limitait au passé. Mais la réparation nous tient à cœur. Et ici, je pense qu'il faut pas avoir peur des mots. La réparation que nous demandons ici, soyez rassurés, nous ne demandons pas de l'argent. Parce que l'argent ne peut pas réparer les crimes ou le génocide commis contre les peuples noirs, les peuples africains et les peuples afro-descendants. Nous n'avons pas peur. Nous ne demandons pas l'argent. Mais nous voulons que cette réparation soit faite. Peu importe la forme qu'elle prendra. Mais il faut qu'il y ait réparation. Parce qu'il y a réparation ailleurs. Mais pourquoi pas la réparation pour nous, peuples africains et afro-descendants? La lutte globale contre le racisme, un enjeu partagé. Ce message rejoint un appel universel pour une mobilisation collective des États. La lutte contre le racisme, a-t-il rappelé, doit être globale et concertée. Cela nécessite une collaboration entre les nations pour mettre en œuvre des politiques éducatives intégrant l'histoire des afrodescendants et de l'esclavage. Du sport équestre, pour finir avec la finale de la Coupe du Trône de saut d'obstacles au Maroc, une 10e édition remportée par le club Oued Ikem. L'équipe s'est hissée à la première place du podium devant le club étrier de Casablanca et l'équipe du Royal Club équestre Dar es Salaam de Rabat. Retour sur cette finale avec Christian Dimadeux et Edith Lamné. L'équipe du Oued Ikem Club, composée de Soukaina Oudar, Alia Ben Brahim, Farid Amanzar et Florent Jenin, a pris la première place de la 10e édition de la Coupe du Trône de saut d'obstacles organisée par la Fédération royale marocaine des sports équestres, sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, au Royal Complexe des sports équestres et Toubourida Dar es Salaam à Rabat. L'équipe du Oued Ikem Club s'est imposée après avoir terminé le match de barrage sans erreur. La deuxième place est revenue à l'équipe A du Casablanca Rakab Club composée d'Abdel Salam Benani Smith, Majid Al-Jaidi, Gali Chaoui et Gali Bouka avec un total de 4 points en guise de pénalité. En ce qui concerne la troisième place, c'est l'équipe du Royal Equestrian Club Dar es Salaam A qui s'est imposée avec un total de 4 points de pénalité et avec un décalage horaire.
Outre ces 3 équipes, la finale de la 10e édition de la Coupe du Trône de saut d'obstacles a connu la participation des équipes du club équestre du Cercle amical français de Casablanca, du club équestre des phares Oudja, de l'école de cavalerie de police, de l'école royale de cavalerie de Témara, du club étrier de Casablanca B, de la garde royale, du Royal Club équestre du Détroit et du Royal Club équestre Dar es Salaam de Rabat B. Seuls les meilleurs points totaux pour 3 coureurs de chaque équipe étaient comptés. Au terme de cette compétition sportive, le président de la Fédération royale marocaine des sports équestres, Moula Abdellah Alaoui, a remis le trophée de la Coupe du Trône 2024 à l'équipe du club équestre Ouedkem. Pour rappel, la 9e édition de la Coupe du Trône de saut d'obstacles avait été remportée par le Royal Club équestre du Détroit Tanger. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous, l'information continue sur Africa 24.